Ouais. On avait à la fin du sujet du rapport au monde, il parlait du rapport qu'on doit avoir à la science. Il dit qu'on ne pourra pas aborder le sujet dans dans tout son équef, mais il a apporté 9 fondements, on en avait vu les 5 premiers. Le sixième fondement, Nekudat Mabat Ayachid, Gambedorenu Alula Askala Klalit, la ville d'Enezek Rouhani. D'un point de vue personnel, individuel, de nos jours aussi, le fait d'avoir une Askala Klalit, des connaissances générales, ça peut amener un Ezek Rouhani, un Kilkul. Milevad Asikun Shibelimud Shitot Chomraniot Shinkalim Ben de Koran Fa'amada. Mis à part le fait de le danger d'étudier les chitotes matérielles qui touchent toutes les branches de la science. On a vu ça la semaine dernière. On a vu par exemple comment on utilisait la génétique pour faire ce qu'on veut. Comment on utilisait la physique pour faire ce qu'on veut. On utilise la médecine pour faire ce qu'on veut. Ça veut dire, c'est que le premier pays au monde qui a légalisé la contraception, c'est Israël. C'était dans les années 70. La première fois qu'il parlait de contraception. Faire en sorte qu'une femme ne tombe pas enceinte. Quand ils avaient fait ça, Rav Shach a dit, là c'est réalisé ce que la Gemara dit dans Sota, Bet Avad Yediznout. L'Assemblée nationale, la Knesset, serait une maison de Znout. Il dit, qu'est-ce qui limitait les gens? Qu'est-ce qui freinait les gens? On allait à Rayot. Parce qu'ils savaient que si on se trouve avec un enfant de plus, il va falloir les assumer, on ne pourra pas les tuer. Donc c'est embêtant. Donc le fait de savoir qu'on peut se retrouver avec des trucs des enfants sur les bras, ils disaient bon, on va pas profiter pour ce prix-là. Donc ça limitait le znout. En quoi consistait le fait de légaliser la contraception? Faire du znout sans s'engager à rien, c'est gratuit. S'engager à rien. Mais cette loi de la contraception, elle tient à une chose. On a compris un phénomène gynécologique, on a utilisé ça pour le znout. C'est par rapport à la médecine. Par rapport à la physique, on a vu qu'il y avait des ondes constantes en haut. Il y a cette onde qui est constamment. De là, ils ont fait un délire. En fait, il y a une explosion qui se fait encore entendre aujourd'hui. Là, ils ont développé la théorie du Big Bang. Donc, le massé, c'est qu'ils mettent aucune raya, aucune preuve scientifique qu'on a à ça, on n'a pas. Ça ne tient que sur des conjectures. Et si quelqu'un réfléchit un petit peu, comment une explosion peut créer un monde. Après, les Arabes, leur façon de nous tuer, c'est de se faire exploser au nom de la Emouna. Il faut dire, voilà, toi tu penses que une explosion ça peut amener la vie. Et voilà, t'as un Arabe qui est mamine, il croit qu'en faisant exploser, il aura l'Olam Haba, il est prêt à s'exploser pour sa Emouna, lui. Bédiou qu'on a fait de ce qu'on fait, nous. Une explosion, ça n'amène pas la vie. Mais qu'est-ce qui a tellement poussé? Et même, ils ont demandé aux scientifiques, d'après vous, une explosion, mais de quoi? Il y avait une matière première. Qui l'a créé cette matière première? Ah, ça on ne sait pas. Bon. Donc si de toute façon au final tu ne sais pas, alors pour développer une théorie qui tient que sur des conjectures, des estimations, des trucs comme ça, qu'est-ce qui pousse tellement à dire ça? Mis à part le fait que la majorité de la communauté scientifique n'est pas d'accord avec ça. Mais quand même il faut dans les écoles enseigner ça. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt. Si le monde n'a pas été créé, donc tout est FK. Fais ce que tu veux. Tu dois rien du tout. Le monde a commencé par une explosion, et toi, éclate-toi. Si tu peux t'éclater, vas-y. Ça tient à ça. Cet acharnement à tenir une théorie qui n'a ni queue ni tête. Parce qu'en fait, on veut profiter du monde, la conscience tranquille. Donc on a utilisé la science pour se donner bonne conscience. La génétique, c'est pareil. Il y a un taré qui a dit que l'homme descend du singe. C'est-à-dire que le père de Darwin a dit que son fils passait des heures à se voir devant un miroir. À la fin, il s'est dit apparemment, ben mec, il y a une ressemblance. C'est dit l'homme descend du singe. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a à faire? Une preuve à ça, il n'y en a pas d'Ikhlal. Dans génétique, l'homme, il a 48 chromosomes, le singe, il en a 48, tu crois? Ah, ça se rapproche, hein. Ok, c'est avec ma météo ressemblance. Mais comment tu as eu un tel changement de cellules
qui t'a rajouté 2 chromosomes. C'est pas une mutation, là. T'as rajouté 2 chromosomes. Qu'est-ce qui pousse tellement l'humanité à dire ça? Parce qu'on peut encore rabaisser l'homme. On ne veut pas attendre de l'homme de la grandeur, la gadoute, de la romémoute. Non, on veut pas ça. T'es un singe et tu peux rester sage tranquillement, c'est tout. Maintenant, de nos jours encore, on utilise la génétique pour d'autres choses. Pour chercher le gène de l'assassin, le gène de l'homosexuel. Qu'est-ce qui pousse à chercher ça encore? Parce qu'on veut tout expliquer. Tu peux être homosexuel, mais tranquillement. Pas de mauvaise conscience. Tu es né comme ça, tu peux pas être autrement. Sois tranquille. Et celui qui te tolère pas, c'est lui qui est pas humain. Chez Mishma. C'est vrai qu'en fait, on est en train d'utiliser des découvertes scientifiques pour servir des fins de Ta'ava, de Chomriyut. Ça, c'est Bichlal, c'est le danger qu'il y a, à utiliser la science avec les chitotes d'exploitation de l'art Gashmiyut qui sont derrière ces chitotes-là. Mais à part ça aussi, la scala même, le fait même d'avoir des connaissances générales, ça peut amener un nezek rouchani. Un nezek très simple. Quand on s'habitue depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est pas la terminale, que tout y a un contrôle, tout a une interrogation. C'est un côté positif, c'est que ça apprend à travailler. Et c'est un côté négatif. C'est que si j'ai pas de contrôle, je ne fais rien. Et si après j'ai pas un avenir, une carrière qui sera assurée par ça, tu auras le bac, après tu auras des hein, tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe après quand on grandit comme ça? On arrive à la yeshiva, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de truc, le matin il faut se battre pour vous réveiller à 8h du matin. C'est bien l'école, hein. C'est-à-dire que c'est rentré en nous. Si elle n'a pas un examen et une carrière à tirer de ça, alors ça vaut pas le coup de se lever le matin. C'est pas nul. Tu vas te lever pour toi-même? Non? On te va à l'armée, t'as un numéro. On te va à l'école, t'as un avenir. Mais sinon, non. En soi, non, j'ai rien à faire. C'est bien qu'il est cool. Le fait de donner un diplôme qui ne tient quoi qu'au contrôle, mais pas du tout à l'homme. Qui est l'homme qui est derrière ça? C'est bien qu'il est cool. Quelqu'un il a réussi son examen de gynécologue. C'est bien. Et si quelqu'un a réussi, c'est-à-dire qu'après ce gars-là, c'est un tordu. C'est un dépravé. On peut lui confier des femmes enceintes? Et si c'est un homo, j'en connais, j'ai un gynéco homo à Strasbourg. On peut lui confier des femmes enceintes? Il n'a pas une shkafa comme il faut le bédiou, quoi. Il pourra encourager facilement un avortement, des choses comme ça. Qui vérifie le côté éthique, le bandam qui est derrière? Ça, c'est la perte de faire un système. Je vais faire un jour, il y a un élève qui est venu chez lui pour faire interroger, pour avoir une smicha, le Rav. Je vais l'interroger. Et à la fin, il n'a pas donné la smicha. Non. Il était rentré, t'as pas embrassé la mezouza. Où est ta émouna? C'est là, mis à part le contrôle, il y a l'homme qui est derrière. Toute cette considération, elle se fait que quand on est Torah chez Baal Peh, une transmission, il y a un mec, il y a un élève. C'est pas de contrôle, des trucs comme ça. Gama Limoud, le Shem Asagat, Teudat Bagout Greda, même étude, que pour avoir le bac. Mais l'idée Sheifa Mugderet ala Olam, ça mène à une ambition bien définie vers le monde, vers la carrière. Avoir une place respectable dans la société. Tohar, des diplômes ou motarot. C'est pas mal tout ce qu'on veut. Qui c'est qui écrit ça? C'est quelqu'un qui a fait le bac. Bravo, il a fait le bac. Il a fait le Golgoy. Gamamit Maser Acharkar Lilimut Torah Levad. Même celui qui a suite à ses études va se donner que au Limut Torah. De Mashbirim Vekjaim Rabim dans des moments de difficulté, dans des périodes de crise. Ou Tsarich la mode imamnam rotel du le Torah Behemet. Il devra quand même, il y aura une lutte à faire s'il veut être zoché le Torah. On va le mettre par connaissance de cause. C'est quelqu'un qui a fait le bac, il a fait comme ses études de psychologie, après il a fait la yeshiva, mais dans des périodes difficiles, dans des périodes de crise, il y a une lutte à faire pour te dire est-ce qu'on veut ou pas être zoché le Torah. Parce qu'évidemment, quelqu'un se dit voilà, j'avais mon bac, j'avais commencé des études, j'avais une carrière sous la main. Maintenant je galère. C'est dommage parce que je reprends mes études.
Mais cette remise en question, là, que parce qu'apparemment, au préalable, on a commencé ça. Vous dites, c'est vrai que c'est possible, mais chaque moment dans la vie de difficulté, ce sera une guerre. Il va falloir se battre. T'as reçu la Torah? T'as reçu la Torah? T'as reçu la Torah? Ça, c'est le 6e fondement. Le danger, d'un point de vue personnel, individuel, des connaissances générales du système du bac. 7e fondement. Elouan ayediot echichiot l'école à Israël. Il y a 7 connaissances fondamentales pour chaque juif. Asafa medouberet, parler la langue du pays. Moussag miniflaot aboré. Amedgalim ateva. Avoir une notion des merveilles de la création qui se dévoilent dans la nature, ou bifrat begouf adam. Bifrat dans le corps, dans l'être humain. Dans le corps humain. Avoir une connaissance du corps humain, de biologie. Ça, oui, il faut connaître. Avoir une connaissance du monde, des sciences naturelles, une flotte du boré qui se dévoile dans la nature, et particulièrement de ce qui se passe dans le corps. Avoir une connaissance de ça. Moussag medivra yamim, avoir des notions d'histoire. Cheshbon, et avoir des notions de mathématiques. Ça, oui, il faut avoir. Il y avait 2 gdoladors qui étaient très forts en physique et en histoire. Ils n'avaient jamais fait l'école. C'était Rebron Kotler et Rebekov Kamenetsky. Les deux ont étudié à Slobodka, avant-guerre. Rebron Kotler, il allait se coucher un peu avant sa chavruta, Rebekov Kamenetsky. Le temps qu'il arrive, il lisait des livres d'histoire. Rebekov Kamenetsky, il avait une tête de folie. Il a pris une notion de maths et de physique. Tout seul. Et après, il est devenu un grand possèque. Il a utilisé, ça l'aidait à beaucoup de psakim par rapport à la découverte d'aujourd'hui. Et Brand Kotler, il n'est pas devenu possèque, il est venu au Rosh Yeshiva, donc il lui a fait des grands donateurs. L'histoire qu'il a appris, il lui a appris à avoir de quoi parler avec des donateurs. Chacun a utilisé ce qu'il a appris. Mais chacun doit avoir des notions premières d'histoire, de mathématiques, de biologie, et parler la langue du pays. Savoir s'exprimer. Très important. Aussi pour les limoud, parce que la pensée s'exprime avec les mots qu'on a. Si on n'a pas une langue qui est riche, si on n'est pas s'exprimer, même la svara du limoud, on saura mal la dire. C'est vital de savoir bien parler. Les gens peuvent avoir le bac, mais de ne pas savoir parler français. Sachez que c'est poga la façon de dire une svara. La finesse d'un bon Robert, même d'un Tosfot. La nuance que ça demande. Ça demande une finesse d'esprit. Pour le français, c'est non qui me souguait là, d'avoir une finesse d'esprit. Mais wesh. Si vous connaissez un peu Rav Shimon Kain, vous pensez qu'il parle que hébreu, il a un très bon français. Il a un très bon français. Quand il parle français, il a un très bon français. Il sait exprimer sa pensée. Ça, c'est vital, de savoir parler. 8e fondement. Geono eret yichides gula, des géonymes qui font partie des genres de la génération. Asher yadam ravlem gambi idiot kilaliot, qui avait aussi des grandes connaissances dans des générales, pas que le Torah. Tamid nimtsu tamid benenu. Toujours, on a eu des gens comme ça parmi nous. Parmi les Gdolé Israël, je parle. Vous connaissez Reb Sor Koutner, le parrain d'Israël? Il connaissait toutes les sciences. Toutes les sciences, les mathématiques, la physique, la philosophie, la biologie. Sor Koutner connaissait toutes les sciences. Il était en de Chaim Berlin, aux États-Unis. Après, il était à Yerushalayim. L'Admour de Chabad, il connaissait toutes les sciences. En philosophie, déjà, c'était un monstre en philosophie. Il a étudié la Sorbonne. Il a fait des notions de mathématiques, etc. Le Rav Kook, le premier Rav Kook, c'était un monstre en philosophie aussi. Le Gaon de Vilna, il a écrit à lui-même, il a ressorti les 32 éléments d'Euclide. Sans avoir fait l'école. Le Gaon de Vilna. Donc on a toujours eu des Gdolim qui avaient des connaissances, des grandes connaissances générales. C'est vrai qu'il y en a eu. Aval Adko, lo shamanu al geoné emet shitranchu al birkaz kalab dorot achronim. On n'a jamais vu dans les dernières générations des vrais géonymes, des Gdolim, qui ont grandi sur les genoux de la Skala. C'est même tous ces Gdolim qu'on a dit, le Koutner, le Monde de Chabad, le Rav Kook, où ils ont grandi? Dans l'école, le système scolaire? Non. Ils ont fait le Cheder, ils ont fait la Yeshiva. Comme ils avaient une ouverture d'esprit, tous ceux qui ont été amenés à vouloir s'intéresser à plus que ça, ils ont gardé la tournure d'esprit de la Torah. Avec la même ouverture, le côté pas carré, le côté pas d'afka, soumis au système. Une originalité. Mais des gens qui ont fait que l'école, que le système scolaire,
qui sont devenus des vrais Géonim, on n'en a pas vu dans les Dorot Achronim. Et la plus grande preuve qu'on a à ça, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, que depuis Rav Shimon Raphaël Hirsch a dû, à cause de la situation, à cause de la Scala, développer un système de Torah Derech Eretz, faire des écoles juives avec aussi du Chol à côté. Il n'y a pas un Gaon qui est sorti d'Allemagne. Pas un. Combien il y en a en Lituanie, en Pologne, en Hongrie, en Autriche? Des tonnes. En Allemagne, pas un. On parle de milliers. Depuis Rav Shimon Raphaël Hirsch jusqu'à la Shoah, il y a beaucoup de gens qui ont grandi sur ce chinois-là. Ça n'a pas donné un vrai Gaon. Il finit kol ha-dikduk de mitzvot igial le matzav shel shirat Torah. Avec tout le dikduk de mitzvot qu'il y avait chez les juifs allemands religieux. Les vrais yékeux. Les yékeux religieux d'Allemagne, des vrais fidèles, des gens pieux, profondément pieux. Droits, intègres, yirei shamayim. Mais donner un Gaon de Torah, ça n'a pas marché. Rav Dessler aussi écrit ça ailleurs. Il dit que la gadlut de Torah et la yekishkaït, la yékeux, ça va pas ensemble. Parce que la gadlut de Torah, ça veut dire être grand, voire large. Le côté yékeux, plus que rigoureux, obtus. Que l'Allemagne a donné, c'est une sierra à la gadlut. Hein? C'est un très grand masguiar. C'est pas un d'or. Dans son domaine à lui, c'était le plus grand. Dans le Moussar, c'est vrai. Moussar, la shkafa, la connaissance de l'homme. Les de son or à lui, quand je disais, quels sont les Gdolim? Il répondait Rav Eliashiv, Rav Shach, Rav Elishevich, Rav Shvet de Philadelphie, parlait de Rav Kanievski, parlait de Rav David Povarsky. Ouais, qui parlait. 9e fondement. Il y allait à la date, la Kim Mossad, la Talmud, Betorah, Madav, Vomena Gam Yachad. Si quelqu'un bémet, il se dit de nos jours, j'aimerais monter un institut où il y a de la Torah et de la science en même temps. Yeshiva University. Mais faire ça en mode que ça rentre bien dans la Torah. Un truc qui est. L'amique de Gdolé Torah, sortir de là-bas des Gdolim de Torah. Le Yeshiva University, ça ne sortit aucun gadol. Avant, j'habite à Ramat Bet-Shemesh. Le roi était américain. Tous les médecins de la Coupe Trolim étaient anciens de Yeshiva University. Ok, il n'y a pas un gadol qui est sorti de Yeshiva University. Il y a des médecins, des gens bien, ok. Mais pas des Gdolim. Imagine qu'on va faire un grand Mossad, dedans de la Torah, de la science, qui sort des Gdolim, des Rebbe Koutner, des gens de cette envergure. Bekim ou Mevini Bechas ou Poskim, des gens qui sont Bekim et qui comprennent le chasse. Bekim et qui comprennent le chasse, pas et le Poskim, Aviachad Imzot Anshe Madame Uvakim, qui sont aussi des hommes de science, ou Veshiyu Ereim Shlemim, qui sont aussi Yirei Shamayim. Ça, la question était posée au sabbat de Kelem, Rabbi Simchisi celle de Kelem. Il a dit comme ça. Elle l'a nous. Bador Ayatom Alazé, Asher Abu Gonim Bechol Ir ou Bechol Kfar Katan. Dans notre génération, où il y a des Géonim dans chaque village, comme ça c'était le Israël d'avant-guerre, dans notre dor là, un Mishiyuchal Enal Yeshiva Kazot. On n'a pas un qui pourrait diriger une telle Yeshiva. Rak Gaon Kemo Ramban Zal. Un Gaon de Torah comme le Ramban. Comme le Ramban. Asher Ada Gaon Behemet. Il était vraiment un Gaon de Torah. Le Ramban, c'est un des régimes les plus durs à comprendre. Ramban dans la chasse. Ou Baal Moussar Gadol. C'est un grand Baal Moussar. Vedad Rechava. Il avait un esprit qui était très ouvert. Vous savez qu'il y a une disputation qui a été faite entre les chrétiens et les juifs devant le roi d'Espagne. Qui est celui qui a représenté le clan d'Israël? C'est le Ramban. Il a su parler aux gens. Vaya Yachol Hidrosh Tifne Meler Vesarim. Il savait parler devant des rois, devant des ministres. Vous Yachol Lachsom Pi Peritzim Baam. Il lui peut fermer la bouche des Peritzim, des renégats. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que quand le Ramban a fait sa disputation, l'autre, c'était pas un curé. C'est un juif apostat. C'est lui qui voulait vendre le christianisme. Parce que les meilleurs vendeurs, c'est les juifs. Quel que soit ce que tu vends. Donc pour vendre le christianisme, ils ont mis un juif. Pour le Torah, ils ont mis un juif aussi. Il y avait le Ramban contre l'autre. À la fin, le Ramban, il a mis au carreau. Ça a tellement bien marché que du coup, le Ramban était menacé, il a dû quitter l'Espagne. Là, c'est fort. C'est après ça que le Ramban a monté en Israël. Mais tant que le Ramban est en Espagne, c'est lui qui faisait le rapport, le lien entre le roi d'Espagne et le clan d'Israël. C'était à la fois un Rishon, un Gaon de Torah, c'était un Gaon de Marshava, c'est aussi un médecin, le Ramban. Et un grand Baal Moussar.
Vous voyez, les Gataraman, c'est rempli du Ratchamaïm. Hein? Ken, Rambam aussi, il aurait pu. Mais ça va de quel m'a pris comme exemple le Ramban. Oui, Yachol, parce que ce qu'avait le Ramban de plus que le Rambam, c'est que le Ramban a traité avec des apostats. Le Ramban. Le Ramban avec Ramorin Nevuchim, parce qu'il voyait les gens qui étaient égarés dans l'ashkafot tordu. Du coup, il a écrit pour répondre à des questions qui avaient été posées par les Juifs qui avaient des questions d'Emouna. C'est pour ça que le Ramban écrit le Morin Nevuchim. Mais de là à diriger le peuple dans sa shkafat, dans ces moments face à des apostats, face à des rois. Le Raman avait un peu plus un mode comme ça. Donc, je dis pas de Kelem, si quelqu'un de nos jours ouvrir un Mossad comme ça, chercher un Raman. Il dit même de nos jours, je sais pas que c'est pas de Kelem. Il y avait des tonnes de Gonim dans chaque village, il n'y a pas un qui était à l'envergure d'ouvrir une yeshiva de ce genre. Voilà, jusque-là, ce qui donne comme approche au Chol. Mais il y a une écouda qui est très importante ici, justement. La première écouda, c'est qu'il disait que c'est la quatrième écouda. Que après la Shoah, le manque de Gdolim, c'est un mataf de Pikuach Nefesh. Vu que le cas n'a pas des gens qui sont grands en Torah, au point d'être incontestés, ça fait une perte de repères. Tout peut se faire, tout peut s'envisager, tout est possible. Adkedi Pikuach Nefesh, le cas Israël peut perdre sa tsura de ça. Perdre sa tsura de ça. Je donne un exemple. Tu prends l'époque prends Debra qui était 30 ans. À cette époque-là, à 30 ans, il y avait encore 35 ans. Il y avait là-bas Rav Shach, il y avait Sakuler, il y avait David Povarsky, il y avait Rafim Kanevsky. Il y avait des Gdolim, Echad, à Bnei Brak. Donc, une petite ville. Est-ce que c'était envisageable qu'une femme qui se dise religieuse en mini-jupe? Pour te dire jusqu'où la Torah était forte là-bas, Bnei Brak, depuis ces années-là, ma belle-mère habitait Bnei Brak à cette époque-là. Elle m'a dit le jour où elle a eu un choc, c'est quand ils ont ouvert dans Bnei Brak, au centre-ville, un magasin d'habits de femmes. Elle est tombée de lit. Dans quelle ambiance il vivait? Rav Shach disait, Bismanam Bnei Brak, le masgan c'est pas un luxe, le téléphone c'est un luxe. Il est tellement chaud, le masgan fait ça pour étudier. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de téléphone. Mon père Rav Shach me racontait, quand les Khousnikim avaient des téléphones parce que leurs parents habitaient en Khouslaret, mais tous les Israéliens qui n'avaient pas de téléphone en Khouslaret, personne n'avait de téléphone. Donc tu vis dans une ville comme ça, tout était centré sur l'Ilmut Torah, mais tout. Ça étudiait du matin au soir à Ponovitch, ça éclatait. Ça éclatait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des choses qui étaient intolérables? Rachard disait que si les femmes d'Avrim coupant avec des perruques naturelles, hein, fermez tous les colonis. Des perruques qui aujourd'hui ne rentraient pas à Bnei Brak il y a 35 ans. Ça rentrait pas, tu vas juif ou pas? Qu'est-ce que tu veux être? Mais ce qui fait que maintenant on peut faire des choses qui sont intolérables. Je suis religieuse, moi j'ai mis jupe, ça va. Qu'est-ce que tu veux, oui ou non? Des telles incohérences, des telles styrotes. D'où ça sort ça? Parce que tout est envisageable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de repères. Quand il y a des gdolim qui disent non, ça, c'est exclu. Qu'est-ce que tu fais? Choisis, tu vas être goy ou juif? Quand on a les idées claires, on regarde les repères. Donc il y a des choses qui ne vont même pas se passer par la tête. Si en France il y avait des gdolim, une expression qui se dit en hébreu mais qui est française. Parce qu'elle a été inventée en France, ni en Israël, ni en Amérique, ni en Angleterre, ni en Belgique. Shomer Negia. Ça a été inventé par les Français, ce concept. Oui, il faut savoir. Tu ne diras pas un Israélien dire Shomer Negia. Non, les Israéliens ne parlent pas comme ça. Un exemple. Les Français ont inventé le concept. S'il y avait en France un gadol, quelqu'un aurait parlé de Shomer Negia. Vous avez appris dans Kiddushin, par Eksheni, on m'a dit qu'on n'a pas le droit de voir une femme avant, on n'a pas le droit de se marier avec elle avant d'avoir une foi. Pour pas qu'il y ait un problème de Mekartaout. Mais la voir, c'est un pour la voir. C'est mouta? Non? C'est quoi chemin? Je la touche pas. Mais je ne peux pas être avec elle 3 heures, 4 heures.
C'est écrit Alta Beshira et Maïcha, non? Alta Beshira et Maïcha. Même, même ta femme. Ou alors une fille. Entre nous, est-ce que tu crois qu'ils vont réussir à ne pas se toucher Bichlal? Je vois les gens venir après. J'ai craqué, je sais. Quand même, avant le chidour. Il y en a qui viennent pleurer après le mariage. Ben, évidemment, parce qu'avant le mariage, toi, tu avais de la tava. Et une fille, moins que toi. Après le mariage, ça s'est inversé. Et toi, tu es dans ta poche, du coup, elle a plus que toi. Parce qu'elle lui dit, quand on se connaissait, copains, copines, tu me demandais, moi je te laissais. Maintenant c'est marié, maintenant toi tu fais le religieux. Arrête de faire ton religieux. Et tout cela, ils se disent Shomar Nigia. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça s'appelle le Khouban du clan d'Israël. C'est pas ça que ressemble un juif. S'il y avait des Gdolim en France, comme il y avait des Brak à 35 ans, on serait jamais arrivé là. Mais le fait d'avoir des repères, le clan d'Israël, c'est une question de pikoar nefesh. Le fait d'avoir, je vous lis ici, des rofim et des mandessim, les médecins et les ingénieurs juifs. C'est pikoar nefesh ça? Si ton médecin est goy, c'est un problème. Si ton ingénieur est goy, c'est un problème. Même s'il n'y a pas de juif pour être ingénieur et médecin, il y aura toujours des goyim pour le faire. Mais c'est pas de juifs qui sont des vrais talmidei chachamim, il n'y aura pas de goyim pour le faire. Alors quel est le vrai besoin? Hein? Bah, si c'est pas du gars d'Israël que sortent les repères, ils ne pourront pas venir d'ailleurs. Hein? Non, nous on dépend de nous-mêmes. Quand ça touche à la Torah, à la forme que le gars d'Israël doit prendre, ça tient que à nous. Ça peut tenir à eux. Donc quand il s'agit de choses de Olam Hazé, on a tous le même corps, tous les mêmes avions, et tous les mêmes trucs. On a que ce soit un goy ou un juif. Donc le plus grand effet, oui, de sortir un tangram juif, ça, oui, c'est le plus grand effet. Des gens qui soient assez Torah engagés pour être des repères, c'est le plus grand effet. Donc avant de réfléchir, qu'est-ce qui me convient, réfléchis qu'est-ce que le Dor a besoin, en tant que membre du clan d'Israël. Ça, c'est des fondements qu'il avait dit par rapport à la science. Attends, les prochains chapitres, on va les sauter. Parce que Rav disait de ne pas les voir avant 35 ans. Là-bas, il parle de la mort. Il y a 3 chapitres sur la mort. Non, et c'est pas pour vous. Il rapportait un charret de cheval de Rabbeinu Yonah. Là-bas, il dit que l'âge auquel l'homme doit commencer à penser à la mort, c'est quand il commence à décliner. Ça veut dire sur les 70 ans. Donc on arrive à 35 ans. Après 35 ans, ça décline. Il y a 35 ans, on commence à penser à la mort. En termes de quoi ça décline? Hein? En termes de quoi ça décline? Bah, il a passé le rêve de sa vie. Ah, Ouais. Ce qu'il nous disait, ce chapitre de la mort, ça concerne ou des orphelins, ou des gens qui ont passé 35 ans. Donc, les Hachem, on va le sauter. On va passer au prochain chapitre qui parle de Ashgacha Vegeoula.